Nous sommes ici dans une église profane ou désacralisée, c'est-à-dire qui n'est plus utilisée comme telle. On voit d'ailleurs qu'elle n'est pas entretenue. On pourrait penser que c'est un cas isolé, mais il n'en est rien. Tout nouveau scandale qui éclate entraîne de nouvelles défections, qu'il s'agisse d'abus sexuels ou de toute autre affaire liée au Vatican. Je m'appelle Fidelius Schmidt, je suis journaliste au magazine d'information Der Spiegel. J'ai écrit un livre intitulé La caisse noire de Dieu qui retrace l'histoire de la Banque du Vatican. Pour cela, j'ai entrepris des recherches approfondies sur place. La Banque du Vatican présentait un avantage inestimable pour les personnes qui voulaient cacher des affaires louches. D'abord, elle était considérée dans le monde entier comme un investisseur absolument propre, précisément parce qu'elle venait du Vatican. Ensuite, elle opérait depuis l'État souverain du Vatican, où il n'y avait pas de loi qui lui interdisait quoi que ce soit. Enfin, le Vatican avait pris la mauvaise habitude de ne pas collaborer avec les juges des autres pays. À chaque fois qu'il s'agissait de questions cruciales, le Vatican se retranchait derrière la notion de souveraineté de l'État. Il disait, et il dit toujours, toutes ces questions touchent à notre souveraineté nationale, à l'essence même de notre État. C'est pourquoi nous ne pouvons pas y répondre. De mon point de vue, Jean-Paul II avait très bien compris que s'il voulait exercer de l'influence, et il le voulait, il avait besoin d'argent. Pour cela, il disposait de la Banque du Vatican, qui devait pouvoir agir en toute indépendance. En outre, cette banque permettait de transférer des fonds dans les pays situés derrière le rideau de fer, ou frappés d'embargo. C'était donc un instrument idéal pour quelqu'un qui voulait nuire aux communistes dans son ancienne patrie, la Pologne. Toutes les activités de l'IOR étaient très secrètes. Et le fait est que pendant longtemps, cet établissement n'a pas respecté les règles bancaires internationales. À l'époque, la Banque du Vatican effectue des opérations normales pour les institutions du Vatican, mais elle blanchit aussi l'argent de la mafia. Ici, on a la Banque du Vatican et là, la mafia. Celle-ci tire ses revenus du racket, du trafic de drogue et d'autres activités. La mafia disposait de quantités énormes de liquidités qu'elle devait investir. Alors, elle demandait à un prêtre sicilien, par exemple, de placer cet argent à la Banque du Vatican. Voilà comment ça fonctionnait. La Banque du Vatican aidait la mafia à placer cet argent ailleurs. On peut imaginer par exemple qu'ils achetaient un centre commercial ou des biens immobiliers aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ou alors l'argent se retrouvait dans ce qu'on appelle des paradis offshore. Il pouvait aussi être investi tout à fait normalement en bourse, sur le marché obligataire notamment. C'était un placement sans trop de risques. L'avantage, c'est que ça passait par la Banque du Vatican. À ce stade, personne ne pouvait remonter jusqu'à la mafia, car la Banque du Vatican ne coopérait pas avec les tribunaux. On peut observer qu'à partir de la fin des années 60 et jusqu'aux années 90, le Vatican a profité, peut-être pas abondamment, mais quand même, de fonds illégaux, et s'est financé avec de l'argent sale. Paul Marcinkus a été pendant de longues années le chef de l'IOR, la Banque du Vatican. Il était américain et il avait un projet extravagant, faire fructifier l'argent du Vatican. Or, il ne connaissait absolument rien aux banques d'affaires. Il a investi dans une institution totalement obscure, le Banco Ambrosiano, en croyant qu'il engrangerait d'énormes profits. Mais ça s'est terminé par une débâcle. La banque a fait faillite et le Vatican a dû verser plusieurs centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Zum ersten Mal in der Geschichte der italienischen Nachkriegsjustiz hat ein Mailänder Gericht einen Haftbefehl gegen einen Erzbischof im Vatikan erlassen, gegen den 65-jährigen Paul Marcinkus, der seit 16 Jahren Präsident der Vatikanbank ist. Beschuldigt wird der Erzbischof der Beihilfe zum betrügerischen Bankrott der einst renommiertesten italienischen Privatbank Ambrosius in Mailand. Ce qui est frappant dans le scandale du Vatican, c'est que des juges, des policiers et des liquidateurs judiciaires perdent la vie en quelques semaines ou en quelques mois. Et ils ne succombent pas à une maladie ou à un accident, comme on pourrait le penser, non?
Ils se font tuer en pleine rue. Ils sont abattus en sortant de leur café préféré ou explosent dans un attentat à la bombe. L'argent ne connaît ni morale ni ami. Mais qui sait si la mafia n'a pas trempé dans tout cela? Car elle avait perdu beaucoup d'argent dans l'affaire de la banque Ambrosiano, sans jamais être indemnisée. Un des mobiles de l'attentat est peut-être tout simplement que le Vatican s'est procuré de grosses quantités d'argent auprès d'organisations criminelles. C'étaient les mots du procureur général. Personne ne sait la vérité sur cette affaire. Ou plus exactement, sans doute que quelqu'un la connaît, mais il a peur de la divulguer. Seul le Vatican connaît la vérité. Il y a des preuves concrètes en ce sens. Plus tard, en analysant tout cela, j'en suis venu à la conclusion qu'il y avait beaucoup de maladresse dans cet attentat, qu'il n'avait pas été exécuté de façon professionnelle. Je me suis demandé si ce n'était pas un dernier avertissement, plutôt qu'une vraie intention de tuer. Il n'y a pas de preuve de cette thèse. Mais aujourd'hui encore, je dirais, ou du moins je peux concevoir, que les financements illégaux que Paul Marcinkus a effectués à l'époque sont peut-être l'un des motifs de l'attentat. Pour autant, je continue à croire que l'attentat en lui-même, l'armement d'Ali Aqsa et l'exécution de l'opération ont été organisés exclusivement par les soviétiques. Personnellement, je verrais plutôt des forces islamiques que des forces soviétiques ou politiques derrière cet attentat. Sovietico o politico.